Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Nous consacrons ce nouveau numéro du podcast à un rapport de recherche tout récemment publié et intitulé « Regard croisé des travailleurs sociaux sur l'hébergement d'urgence en Wallonie, enjeux, évolution et perspectives ». Il s'agit en réalité des actes d'un séminaire organisé conjointement par l'IWEPS et les relais sociaux urbains et intercommunaux de Wallonie à Namur en avril 2024. Ce séminaire a réuni 65 travailleurs sociaux et travailleuses sociales pour analyser les évolutions du secteur de l'hébergement d'urgence, ses difficultés, ses enjeux et ses pistes de solutions. Pour en parler, nous invitons aujourd'hui Anne Depré, chercheuse à l'IWEPS et responsable de ce projet. Bonjour Anne. Bonjour Aurélie. Ainsi que 3 acteurs de terrain qui ont participé à ce séminaire. Gioacchino Sforza, éducateur spécialisé à la maison d'accueil Les Trois Portes à Veudrin, qui est un service partenaire du relais social urbain de Namur. Sylvain Lehance, directeur pédagogique à l'ASBL le 210, maison d'accueil et association de promotion du logement à Houmont, Saint-Aude. Cette ASBL est membre fondateur du relais social intercommunal de la province de Luxembourg. Et Dominique Debelle, coordinateur général du relais social urbain de la Louvière, animateur d'un atelier lors du séminaire du mois d'avril, qui a une longue expérience dans le travail mené avec les personnes sans abri. Vous travaillez, Dominique, au relais social de la Louvière depuis sa création. Donc bonjour et bienvenue à tous les 3. Alors pour commencer et avant d'entrer dans les résultats à proprement parler de ce séminaire, Dominique, il est sans doute important de rappeler le contexte, d'expliquer ce que sont les relais sociaux, les services qu'ils offrent et les publics qu'ils visent. Les relais sociaux ont pour mission d'assurer la coordination et la mise en réseau d'institutions publiques et privées qui sont tous impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion. Par service public, c'est clair, par exemple les villes, CPS. À Namur, la particularité, c'est que la province est partenaire du réseau. Et dans les services privés, c'est assez diversifié. On peut trouver des hôpitaux généraux, des ASBL, maisons d'accueil, abris de nuit. C'est assez diversifié, agences immobilières sociales ou autres. Notre public cible est constitué de personnes en situation de grande précarité, d'exclusion sociale et ou qui sont fortement désocialisées. Des personnes sans abri ou mal logées, des consommateurs de drogue, voire même des personnes qui ont un lien avec la prostitution. Généralement aussi, en filigrane, ce sont des personnes qui souffrent d'isolement social. L'isolement social tue. La Wallonie dispose de 9 relais sociaux. Il y a 7 relais sociaux qui sont constitués sous forme d'association chapitre 12. C'est très technique, mais oui. C'est la loi organique du CPS qui permet de distribuer une mission avec des partenaires. Et donc, on en a des relais sociaux urbains comme Verviers, Liège, Namur, Charleroi, La Louvière, Mons et Tournai. À nos côtés, nous avons 2 relais sociaux intercommunaux qui sont constitués sous forme d'ASBL, mais ils ont exactement les mêmes missions. Et c'est assez dynamique d'ailleurs, ça bouge beaucoup là-bas. C'est sur le Brabant wallon et la province de Luxembourg. Nous sommes donc 9 pour œuvrer. Alors concrètement, les relais sociaux doivent mettre en réseau les acteurs publics et privés afin d'optimaliser les réponses des partenaires aux besoins des personnes en détresse sociale aiguë. On est organisé en 5 pôles. Le premier pôle, ce sont tous les services qui proposent un accueil en journée. Oui. Le second pôle, ce sont les services d'accueil en soirée. Et c'est là qu'on parle des abris de nuit, de l'hébergement d'urgence, notamment des dispositifs d'urgence sociale des CPAS, voire d'autres structures qui peuvent exister. Troisièmement, on a les services qui pratiquent du travail en rue. C'est là qu'on trouve les éducateurs spécialisés, voire même souvent des équipes pluridisciplinaires. On peut y trouver des assistants sociaux, des psychologues. Et là, dans certaines villes, on va vous parler de maraude pour accrocher en rue les personnes. Alors nous avons les dispositifs d'urgence sociale à proprement parler des CPAS qui travaillent 365 jours sur 365 et 24 heures sur 24. Là, c'est vraiment la prise en charge des situations de crise et donc de trouver les réponses les plus adéquates. Enfin, on doit tous porter le plan Grand Froid qui vise à renforcer nos offres de services pour assurer une prise en charge optimale de notre public pendant les conditions hivernales. Il
Précisons aussi que la plupart des relais sociaux disposent d'un relais santé. Ce sont des structures de soins où on a du personnel infirmier, voire même des médecins, par des collaborations ou dans le personnel. Et là, on fait vraiment des soins de première ligne. Et ça consiste en gros à faire aussi de la prévention santé publique, voire même d'orienter vers des spécialistes, le cas échéant. Alors Anne, je le disais en introduction, vous avez organisé en avril dernier à l'IWEPS un séminaire de travail avec les travailleurs et les travailleuses des relais sociaux. Quel était le but de ce séminaire ? Tout d'abord, il faut vraiment rappeler que ce séminaire était co-organisé par l'IWEPS bien sûr, mais aussi par les 9 relais sociaux urbains ou intercommunaux. Alors le but essentiel était évidemment d'établir un état des lieux de l'hébergement d'urgence qui tienne compte de la diversité. Et quand je dis diversité, c'est la diversité tant des contextes ruraux ou urbains que la diversité des services et des pratiques professionnelles. Et pour ce faire, on souhaitait vraiment impliquer les travailleurs de première ligne, les travailleurs de terrain dans l'analyse. Et donc, ce qu'on souhaitait faire, c'était partir des situations concrètes grâce à ces travailleurs sociaux, grâce à leurs constats, leurs analyses, pour aboutir ensuite à des catégories analytiques, et non l'inverse. On souhaitait aussi croiser les regards de tous ces travailleurs sociaux. Donc, on les a volontairement mélangés au sein de 4 ateliers, mélangés selon leur lieu de travail, des zones plus rurales, des zones plus urbaines, et selon le sous-secteur social de travail. Des travailleurs sociaux en abri de nuit, avec des travailleurs sociaux de maisons d'accueil, de dispositifs d'urgence sociale, de travail de rue, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans des catégories homogènes, mais qu'ils puissent échanger. Et cela afin de rendre plus riches les analyses et les constats. Un autre objectif, peut-être plus indirect, était de sensibiliser à l'importance des données statistiques et d'initier tout un travail d'articulation entre le quanti et le quali, en confrontant les données qui sont centralisées ici à l'IWEPS sur l'hébergement d'urgence et les informations qualitatives que l'on a reçues dans les ateliers et lors aussi d'entretiens préalables. On a pu donc effectuer de nombreux recoupements entre des paroles dites en atelier et des données statistiques précises qui figurent dans le rapport. Et votre séminaire de travail, il ne portait pas sur l'ensemble des missions des relais sociaux, mais spécifiquement sur l'hébergement d'urgence. Pourquoi avoir choisi cette thématique ? On a choisi l'hébergement d'urgence de commun accord avec les 9 relais sociaux. L'hébergement d'urgence, d'abord, existe partout. Ensuite, c'est une thématique qui permettait d'intégrer dans l'analyse différentes tendances transversales jugées problématiques. La saturation des services, la diversification des publics qui frappe à la porte de l'hébergement d'urgence et la complexification du travail social qui va de pair avec cette diversification des publics. Le choix de l'hébergement d'urgence permettait aussi d'analyser avec l'ensemble des travailleurs sociaux un principe fondateur de l'hébergement d'urgence et de l'aide sociale aux plus précarisés, qui est le principe d'inconditionnalité. Lorsqu'il y a saturation, il y a manque de place et donc on ne peut plus accueillir tout le monde de la même manière et l'on procède, qu'on le veuille ou non, à certaines sélections et donc peut-être à certaines discriminations. Et on voulait aborder ce problème qui impacte tous les relais sociaux. On voulait également, par ce sujet, sensibiliser à la complexité des phénomènes de précarisation et au phénomène d'hétérogénéité des personnes. On a souvent en tête, quand on ne connaît pas bien ce secteur, que une personne qui va en abri de nuit est un mendiant en rue ou qui est toxicomane. Et en fait, les publics sont beaucoup plus variés que ça. Donc, on a voulu travailler la thématique de l'hébergement d'urgence de manière participative avec les travailleurs sociaux. Et pour ce faire, nous avons subdivisé cette grosse thématique en 4 ateliers. Pour rappel, les 4 sous-thématiques traitées dans les ateliers portaient d'abord sur la saturation généralisée de l'hébergement d'urgence et la remise en cause du principe d'inconditionnalité. Ensuite, un second atelier traitait du modèle de l'abri de nuit et de ses alternatives. Un troisième atelier portait sur l'évolution du travail social en hébergement d'urgence. Un 4e atelier posait la question du post-hébergement d'urgence. Donc après l'abri de nuit, que se passe-t-il pour les personnes et quel travail en réseau est mis en œuvre ? Donc ce travail en atelier, il a permis de dégager des pistes de réflexion.
Un des premiers éléments qui est ressorti des échanges, c'est la diversité des contextes dans lesquels vous travaillez, tantôt urbains ou plus ruraux, et aussi la diversité des services locaux, abris de nuit, lits d'urgence en maison d'accueil, etc. Sylvain ? Oui, effectivement, une information qui ressort du rapport de l'IWEPS et qui met en avant que la carte de l'hébergement d'urgence témoigne de l'inégale répartition de l'offre sur le territoire wallon. Nous trouvons par exemple 11 des 12 abris de nuit agréés en Wallonie sont situés dans des grandes villes et un seul en zone rurale. Pas ou peu de services ni dans le sud du Hainaut et de la province de Namur, ni à Huy, ni dans la majeure partie des territoires couverts par les 2 nouveaux relais sociaux du Brabant wallon et de la province du Luxembourg. Actuellement, pour exemple, sur tout le territoire couvert par le relais social intercommunal de la province du Luxembourg, nous n'avons qu'un abri de nuit situé dans le sud de la province à Arlon. Le territoire de cette province est pourtant étendu et situé en ruralité ou avec des villes de taille moyenne comme Arlon, Bastogne ou encore Marchand-Famenne. Un problème majeur mis en avant est la difficulté liée notamment à la mobilité. Il est déjà compliqué sur ce territoire de se déplacer dans certains endroits en pleine journée, par l'absence de transport en commun. Il est clairement impossible de le faire une fois la soirée venue. Or, on sait que la situation d'urgence peut survenir n'importe quand, n'importe où. Il est donc nécessaire d'apporter des réponses qui collent aux besoins rencontrés par les personnes, mais aussi en lien clairement avec le contexte territorial dans lequel on se trouve. Nous pouvons développer autant de solutions d'hébergement que possible. Si la mobilité empêche les personnes d'activer ces solutions, cela ne permettra pas d'apporter des réponses pour répondre à l'urgence du sans-abrisme. La diversité des services implique également que les réponses données seront différentes. Je prends pour exemple une maison d'accueil avec du personnel 24 heures sur 24 pourra, en fonction bien entendu de leur projet pédagogique, répondre à l'urgence à tout moment. Une autre maison d'accueil, n'ayant pas les moyens d'avoir du personnel 24 heures sur 24, ne pourra quant à lui pas le faire. C'est donc important de tenir compte de la réalité de chaque service afin d'orienter de manière adéquate les personnes en situation d'urgence. Toutes les solutions mises en place sont et doivent continuer à être diversifiées, de par aussi les profils différents des personnes en situation d'urgence. La prise en charge ne sera par exemple pas la même si nous sommes face à une personne isolée en parcours d'errance ou si nous sommes face à une famille qui vient d'être expulsée d'un logement. Des contextes donc très diversifiés. Mais on observe un phénomène qui, lui, est général, c'est la saturation généralisée des services d'hébergement d'urgence dans toute la Wallonie depuis l'hiver 2023-2024. Et ça, c'est nouveau, Dominique. En effet, la situation était très compliquée sur les différents territoires que nous couvrons. Nous avons vu ça ce dernier hiver. Cela n'exclut pas non plus que certaines villes ont déjà connu des saturations conséquentes par le passé, lors d'hivers antérieurs, je pense Charleroi-la-Louvière, mais cette fois, la tendance à la saturation, elle s'est observée là où l'organisation était suffisante pour accueillir les demandes. Je pense à nos collègues de Namur qui ont activé une alerte et à nos collègues montois qui ont enregistré des fréquentations bien supérieures à celles des autres années. Que dire aussi de la réalité de nos collègues de la province de Luxembourg, ne disposant que d'un abri de nuit pour couvrir tout leur territoire. En tel cas, selon les possibilités locales, nous devons tout faire pour organiser des dispositifs supplétifs. C'est un travail complexe qui nécessite de regrouper des acteurs autour de la table pour mettre rapidement ou essayer de mettre rapidement en place des réponses adaptées. Face à la saturation, une certaine diversité des pratiques est observée. On va pratiquer le tirage au sort ou pas. On va organiser des préinscriptions en journée ou pas. Il y a l'accueil différencié des personnes migrantes, définition de critères prioritaires, des sanctions qui aboutissent aussi à des suspensions temporaires de l'hébergement. Je pense aussi à nos collègues de Charleroi et de Liège qui ont créé des dispositifs supplétifs depuis plusieurs années face à une demande qui augmentait déjà. Ça résultait aussi du fait que des territoires limitrophes ne disposaient pas de dispositifs et donc les gens vont vers ces grandes villes. Mais quand on crée un supplétif, force est de constater que le dispositif se remplit très rapidement. Alors, lors du séminaire, les professionnels, ils ont expliqué que la saturation des places amène à réviser le principe d'inconditionnalité d'un service qualifié de bas seuil, en limitant l'accès et en sélectionnant les personnes selon différents critères. Ces pratiques, elles vont créer des formes d'exclusion et de discrimination entre les personnes qui réclament juste un toit pour la nuit. Je vais vous citer 3 exemples concrets. Premièrement, discrimination entre les usagers établis depuis longtemps sur notre territoire et les migrants en transit. Ça crée des tensions.
Deuxièmement, entre les hommes et les femmes. Selon votre capacité d'hébergement, si l'on veut aider des femmes et leur offrir un service adapté, on va devoir faire un sacrifice, c'est sur des lits hommes. Et c'est pour ça que dans les relais sociaux, généralement, nous préférons parler de lits modulables. Enfin, troisièmement, entre les personnes sobres et les consommateurs d'alcool ou de produits stupéfiants qui sont nettement plus difficiles à gérer la nuit, il est clair qu'une personne agitée qui ne respecte pas les règles du dispositif, qui menace les professionnels, parfois qui passe à l'acte, clairement, voire même qui menace les autres usagers, il risque fortement de se retrouver exclu du dispositif, même en hiver. L'insuffisance du nombre de places oblige aussi presque à légitimer l'exclusion de certaines catégories de personnes. Je vais prendre un exemple concret. Une personne s'en va sur un autre territoire dans un abri de nuit. Dans cet abri de nuit sera hébergé maximum une nuit. On l'invitera à regagner son territoire d'origine. Il faut savoir que les travailleurs sociaux font preuve d'une forte réflexivité autour de cela et d'autocritique. Ils questionnent aussi le caractère éthique de leurs pratiques qui excluent justement des catégories comme je viens d'illustrer. Du coup, ça pose la question du sens du travail lorsqu'il n'aboutit pas à pouvoir améliorer l'accès aux droits fondamentaux. Si l'hébergement d'urgence est saturé, il faut savoir que d'autres secteurs le sont également. Les maisons d'accueil, les logements de transit, les sociétés de logement public, les agences immobilières sociales, les services de santé mentale, les centres pour migrants. Ceci nous indique que la saturation d'un secteur va avoir des répercussions sur d'autres. On parle ici d'effet boule de neige. Nous gardons tous à l'esprit que la situation n'est pas facilitée face à la pénurie de logements payables, accessibles pour les personnes très précarisées. Alors, les travailleurs sociaux présents en atelier ont aussi mis en évidence des facteurs structurels qui peuvent expliquer ou contribuer à la saturation de l'hébergement d'urgence. Sylvain. Oui, le travail social est concret et ancré localement, mais une série de facteurs contribuant à la saturation de l'hébergement d'urgence relève aussi de tendances et de politiques structurelles. On constate que l'accessibilité au logement, mais aussi aux services d'aide généraux, aux services de soins de santé, devient de plus en plus compliquée et touche différents profils de bénéficiaires que nous rencontrons dans nos services. Je vais prendre pour exemple l'accessibilité au logement. On sait que le montant des loyers varie en fonction de l'endroit géographique d'où on se trouve. Par exemple, la proximité du Grand-Duché de Luxembourg fait augmenter les loyers dans les villes frontalières comme Bastogne. Cela rend compliqué, voire impossible, l'accès au logement privé pour les personnes à faible ou à moyen revenu. Il faut dès lors prioriser sur l'attribution d'un logement public ou via une agence immobilière sociale, mais nous savons aussi que la demande dépasse largement l'offre pour ce type de logement et donc il faut des mois, voire des années avant de pouvoir bénéficier de ce type de logement. Il est donc assez compliqué, une fois avoir trouvé un hébergement d'urgence, de pouvoir par après retrouver un logement plus durable et de sortir du temporaire, ce qui va faire augmenter la durée de l'hébergement en centre d'accueil et inévitablement saturer le secteur. La création de logements publics doit pour moi être une priorité à l'avenir. Certaines initiatives locales peuvent apporter quelques réponses. À nouveau sur Bastogne, la commune demande aux promoteurs immobiliers, pour tout nouvel immeuble d'un certain nombre de logements, d'en mettre un pourcentage à disposition de l'agence immobilière sociale, ce qui répond en partie à la pénurie de logements, mais ce n'est bien entendu pas assez. Il faut aussi des logements adaptés à la composition de ménage. Le sans-abrisme ne touche pas que les personnes isolées. De nombreuses familles se retrouvent en situation de sans-abri ou de mal-logement. Par exemple, lors d'un dénombrement de la situation du sans-abrisme en octobre 2023, 373 enfants se retrouvaient dans ces situations sur le seul territoire de la province de Luxembourg. Nous constatons également bien trop souvent que les personnes accueillies ont déjà un passé institutionnel, que ce soit au niveau de l'aide à la jeunesse, de la psychiatrie, de la prison. Nous pouvons remarquer que certaines personnes trouvent un équilibre en passant d'une maison d'accueil à l'autre. En soi, ce n'est pas forcément problématique quand on met le focus sur cette personne, mais cela peut bloquer une place d'accueil pour une autre situation d'urgence. D'autres personnes, quant à elles, vont passer d'une structure à l'autre, à ce moment-là, non pas par choix de vie, mais plutôt par obligation, par manque de solution, par situation d'échec qui se répète. Sur le terrain, les travailleurs sociaux tentent d'enrayer ces répétitions, d'en comprendre les causes afin de permettre à la personne d'apporter d'autres réponses par rapport à ce qu'elle a déjà essayé. Cela nous demande d'être créatifs dans notre approche, mais pour cela, il nous faut les moyens d'y arriver. Des réflexions transversales avec différents secteurs, par exemple le logement,
associés à la santé mentale, à la suétude, à l'aide à la jeunesse, au secteur handicap, doivent être menés pour répondre à ces constats. Les relais sociaux ont un rôle déterminant à jouer dans ce cadre-là. Nous constatons également qu'un manque de solutions spécifiques aux personnes étrangères fait gonfler et sature le secteur du sans-abri. Nous sommes régulièrement contactés pour héberger des personnes qui viennent d'obtenir une régularisation de séjour et qui doivent quitter le centre fait d'asile, le centre Croix-Rouge ou un logement en initiative locale d'accueil. À côté de ces facteurs structurels, les crises à répétition, que ce soit la crise financière de 2008, le Covid-19, les inondations de 2021, la guerre en Ukraine, l'inflation, donc toutes ces crises ont à la fois augmenté et diversifié les catégories de personnes faisant appel à l'hébergement d'urgence. Anne, c'est un élément qui est aussi ressorti du travail en atelier. En effet, les travailleurs sociaux soulignent souvent que les personnes sont beaucoup plus diversifiées qu'autrefois, avec des problèmes beaucoup plus complexes. Ils soulignent notamment qu'il y a plus de jeunes, mais aussi plus de personnes âgées, plus de femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Par ailleurs, il y a des personnes aussi à mobilité réduite qui ne trouvent pas toujours accès parce que les bâtiments ne sont pas adaptés en hébergement d'urgence. Et il y a également des personnes qui parfois s'auto-excluent parce qu'il ne leur est pas possible de passer la nuit avec leur animal, ou il ne leur est pas possible de passer la nuit en couple alors qu'elles ont frappé à la porte de l'abri de nuit en couple. Oui. Gioacchino, vous rencontrez des situations telles que celle-là? Alors, on accompagne plutôt des hommes seuls, on commence à accompagner aussi des femmes, mais c'est vrai que dans les abris de nuit, cette cohabitation entre hommes et femmes n'est pas toujours évidente. Donc l'accueil d'urgence, c'est certain que si on perd son logement, on se présente et qu'on va avoir partagé en tant que femme un dortoir avec d'autres hommes, alors que ce qui nous amène là, c'est justement peut-être une violence intraconjugale, fatalement, c'est pas le bon endroit pour passer la nuit, en tout cas pas avec un sentiment de sécurité. C'est vrai qu'on a abordé pas mal pendant nos échanges et ces séminaires, toutes les crises qu'on a traversées, mais la diversification du public qu'on accompagne a commencé bien avant. Elle n'a pas attendu l'arrivée de ces crises. Lorsque j'ai commencé, moi, le travail en 2008 en maison d'accueil à Namur, on parlait déjà de l'augmentation du nombre de jeunes qui parvenaient à nos portes. On n'était plus avec uniquement un profil de monsieur âgé, consommateur d'alcool, qui venait juste chercher quelques semaines, quelques mois pour se reposer avant de trouver un logement. Là, aujourd'hui, ce sont des jeunes, parfois usagers de drogue, souvent désœuvrés, qui ont perdu les liens avec leur famille. Fatalement, faire cohabiter, même en maison d'accueil, donc plus en urgence, mais ce public-là, c'est pas évident. On a aussi eu une diversification du public qui est apparue de nouveau avant ces crises-là, mais avec la fermeture des lits en psychiatrie. Mais du coup, on a un public qui, quand il ne tient pas en logement, ne se retrouve pas en hôpital, mais se retrouve aussi devant nos portes, que ce soit d'abord à l'accueil d'urgence et puis après en maison d'accueil. Cet accompagnement est complexifié par toutes ces facettes de la vie qui ont été fortement ébranlées. Ce n'est plus juste l'objectif de trouver un logement, mais c'est des difficultés professionnelles, administratives, parfois sentimentales. On se retrouve souvent aussi à écouter les histoires de cœur des personnes qu'on rencontre. Sanitaires, on parle de l'hygiène, de la santé, relationnelle, fatalement sentimentale, mais pas toujours de cœur, simplement parfois des relations familiales compliquées, et parfois même spirituelles et philosophiques. Il y a des personnes qui se posent pas mal de questions sur leur avenir, sur l'état du monde, et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnes qui sont inquiètes par rapport à l'écologie. Comme je disais tout à l'heure, les hommes que nous rencontrons n'ont plus juste besoin de trouver un logement, ils ont besoin de s'arrêter, ils ont besoin qu'on s'arrête avec eux, ils ont besoin de prendre du temps pour parler, se déposer, et aussi se sentir acceptés, voire même valorisés dans le peu qu'ils sont encore capables de faire, parce que ce serait aussi un stéréotype de penser qu'ils sont incapables à quoi que ce soit. Et pour faire ça, ils ont besoin de temps, mais nous avons, nous aussi, besoin de temps qui est nécessaire pour régulariser finalement pas mal de difficultés, qu'elles soient financières, administratives, sociales. Et ce temps, dans un contexte d'urgence, ni eux ni nous ne l'avons. Les abris de nuit, encore pire, puisque vous venez une nuit, vous repartez le lendemain matin, et puis peut-être qu'ils reviendront la nuit suivante, mais finalement en journée, quel suivi est proposé? Rien par les travailleurs qu'ils ont rencontrés, et ils passent leur temps finalement à expliquer la même situation à un autre travailleur en journée, et puis à un autre travailleur le soir qui n'est pas le même que la veille. Donc tout ça, fatalement, ça peut aussi générer chez eux un inconfort, une insécurité qui dégage pas mal d'agressivité, qui est un des points qui a été relevé par les travailleurs sociaux de l'accueil d'urgence.
Heureusement pour moi, et je compatis fortement avec tous mes collègues de l'abri de nuit, mais je travaille dans un service qui n'a pas de limite de temps. Aux Trois Portes, on a un service pilote depuis 12 ans maintenant, où on accueille dans une structure semi-collective des hommes sans objectif de temps. Donc ils peuvent rester autant de temps qu'ils ont besoin. Cette liberté temporelle nous permet de ne pas imposer à la personne ce que nous supposons de base être bon pour elle, parce que parfois on a aussi tendance à projeter sur les personnes ce qu'on pense être bon pour nous, on se dit c'est bon pour eux, mais pas toujours. Donc ce temps-là nous permet de prendre le temps justement avec elles pour réfléchir là où ils en sont et là vers où ils veulent aller, quelle vie ils désirent. Ce qui prévient les situations de violence dû à la pression exercée dans un contexte insolvable. Quand je veux dire insolvable, c'est l'accueil d'urgence. Il y a une situation d'urgence, on veut mettre quelque chose en place, on n'a pas le temps. Si c'est pas possible de trouver une solution, ça ramène aussi encore un peu cette tension qu'on vit dans un accueil d'urgence et potentiellement des situations de violence. Vous remarquerez que j'ai principalement évoqué les hommes, parce que c'est le public avec lequel je travaille. On a des collègues dans d'autres services qui accompagnent les femmes, parfois accompagnés d'enfants. Mais si vous mélangez tout ça de nouveau dans l'accueil d'urgence, c'est évidemment encore un sujet plus compliqué à traiter pour nos collègues de ces structures-là. Et comment croire qu'une réponse unique d'hébergement d'urgence dans de mauvaises conditions de travail, parce que je pense qu'il faudra aussi les aborder, soit adaptée à autant de situations différentes. Ça, c'est un vrai défi. Ouais. Alors, Dominique, plus que jamais, dans un contexte de précarisation accrue et de saturation des places, il apparaît essentiel pour les acteurs de l'hébergement d'urgence de travailler en réseau. C'est exactement ce que les professionnels ont exprimé le jour du séminaire. Le travail en réseau, c'est mettre autour de la table des services avec des réalités différentes, des philosophies spécifiques, des méthodes différentes. Et par ce travail en réseau, il est alors possible de répondre aux autres difficultés de ces personnes. Remise en ordre administratif, soins de santé physique, mentale, travailler le lien social, rechercher un hébergement plus stable, de plus longue durée, voire même un logement. Nous sommes convaincus, à travers nos pratiques, que seule une prise en charge globale de la personne peut l'aider à sortir de la grande précarité. Ce type de prise en charge et de suivi nécessite effectivement des techniques de travail en réseau. Ceci dit, bien que valorisé, le travail en réseau est confronté à un certain nombre de difficultés ou de freins. Et ça a été exprimé de manière claire lors de ce séminaire. Citons tout d'abord les freins de fonctionnement. L'organisation et le développement d'un travail partenarial exigent une charge administrative importante, des réunions de coordination, des communications entre des partenaires pour renforcer les articulations entre eux. Alors que le personnel travaille souvent en sous-effectif et que le temps manque, la communication entre certains services peut aussi s'avérer extrêmement difficile. Il reste parfois des incompréhensions entre certains secteurs de travail. L'organisation aussi des services ne facilite pas toujours la mise en réseau. Les services de jour et les services d'hébergement d'urgence travaillent selon des horaires différents et dans des lieux distincts. Comment le soleil peut rencontrer la lune? Les accueils de jour ferment bien avant l'ouverture des abris de nuit. Cette discontinuité horaire et spatiale empêche parfois la bonne transmission d'informations entre les équipes et ça peut rendre difficile un travail de réseau au bénéfice des usagers. Les travailleurs sociaux recommandent plutôt la création d'un accueil intégré, donc comprenant la diversité, la richesse des services du réseau. Cet accueil serait accessible 24 heures sur 24. Ça faciliterait les échanges entre les équipes de jour et les équipes de nuit. Dans le but de quoi? Dans le but d'améliorer l'accompagnement des personnes. Et alors on pourrait dépasser la simple réponse aux besoins vitaux. On pourrait vraiment prendre d'autres aspects dans le diagnostic et dans les réponses possibles. Troisièmement, il y a aussi les difficultés plus structurelles qui peuvent provoquer des blocages rendant la prise en charge globale très difficile. On a cité la saturation des services, la saturation des services de santé mentale, l'accès aussi très difficile des personnes très précarisées vers certains services. Notre public n'est pas désiré partout, disons-le clairement. Les relais sociaux justement collaborent étroitement avec les réseaux en santé mentale et ces constats sont généralement évoqués. Des projets porteurs se mettent en place, mais il faut du temps.
Et enfin, le 4e événement qui a été cité, c'est le travail en réseau qui exige beaucoup de temps et d'implication, mais il reste peu visible dans les statistiques et les rapports d'activité. La création de nouveaux indicateurs et l'articulation entre les informations quantitatives, donc les chiffres, et les données qualitatives, ce qu'on fait comme travail, expliquer les choses, devrait permettre d'éclairer davantage ce qu'est ce travail en réseau et montrer tout l'investissement des différents partenaires. Parmi les recommandations émises par les travailleurs sociaux pour renforcer le travail en réseau, figure aussi le renforcement de la collaboration entre les ministres régionaux de l'action sociale, de la santé et du logement. Tant on estime que les actions sur le terrain nécessitent de s'impliquer simultanément dans tous ces domaines pour trouver des solutions concrètes. En fait, la précarité, c'est l'affaire de tous. C'est vraiment un credo que nous portons depuis le début de notre création. Dans le cadre du plan Territoire Zéro Sans-Abrisme, on a là un bel antécédent de bonnes pratiques via la collaboration du ministère de l'Action sociale et du ministère du Logement. De même, en vue de soutenir l'Housing First par exemple, le fédéral apporte un soutien supplémentaire à celui de la région wallonne pour nous permettre d'inclure de nouvelles personnes dans ce projet. Cela mérite aussi de se poursuivre. Alors un dernier élément qui ressort du travail réalisé avec les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales, Anne, c'est qu'ils sont assez critiques par rapport à leurs conditions de travail et au fonctionnement par appel à projet. Oui, Aurélie. Donc, dans l'atelier consacré aux évolutions du travail social, les travailleurs sociaux ont fortement mis en évidence le manque de moyens matériels et également le manque de personnel. En théorie, les travailleurs sociaux devraient être en binôme en hébergement d'urgence. Mais dans la réalité, il s'avère que ce n'est pas toujours possible, tant le turnover, les absences pour maladie, les difficultés de recrutement sont importantes. Les travailleurs sociaux ont aussi des idées bien claires sur les besoins de formation. Tout d'abord, en formation initiale. Ils sont, étonnés que très peu d'étudiants effectuent des stages dans les services dits de bas seuil et en hébergement d'urgence. En formation continuée ensuite, où ils souhaiteraient disposer de davantage de formations qui leur permettent de faire face à cette diversification des publics et à la complexification des problèmes sociaux. Les services de bas seuil sont les services, élémentaires. Donc, fournir des aliments, permettre d'être hébergé, permettre de se poser dans une salle. Ce sont des services qui n'entraînent pas nécessairement la mise en œuvre d'un projet d'insertion. C'est juste se poser, dormir, mais là... Oui, peut-être. Je peux effectivement peut-être parler un peu plus du service bas seuil. C'est aussi l'idée que certaines personnes ne sont peut-être simplement pas en capacité de répondre aux exigences de maisons d'accueil, de structures d'accueil classiques, parce qu'il y a peut-être des horaires, parce qu'il y a peut-être la volonté de faire vivre les gens en collectivité, donc de participer à des tâches ménagères, de faire à manger ensemble. Et certaines personnes sont simplement éloignées de toutes ces capacités-là. C'est pas qu'ils n'ont pas la volonté, c'est que simplement dans leur monde, dans leur univers, ça n'existe plus. J'avais un bel exemple là-dessus, c'est un monsieur qui ne tirait jamais la chasse, donc qui allait faire ses besoins, mais qui ne tirait pas la chasse. Donc les autres, ça les dérangeait, et quand on lui en parlait, lui-même se dit « mais quelle chasse ?» Pour lui, ça n'existait plus, il avait vécu tellement de temps en rue qu'un arbre, il n'y a pas de chasse sur un arbre. Il savait où faire ses besoins, mais ça ne faisait plus partie de son monde. Et donc évidemment, cette personne dans son structure classique est tout de suite éjectée parce qu'elle pose beaucoup de problèmes au reste de la collectivité. Et donc un service bas seuil répond aux besoins de ce public-là de limiter en fait les exigences d'accueil, ce qu'on exige des personnes pour vivre en collectivité, et c'est nous-mêmes qui nous adaptons à leur rythme de vie. Qu'entend-on par service de bas seuil ? Ok. Un autre exemple concret, c'est le problème de l'alcoolisme. Dans le travail social habituel, une personne qui est imprégnée d'alcool ne pourrait pas accéder à un service. Tout à fait. Donc il faut voir le bas seuil comme une remise en question de ses critères d'accès vers les services. Et donc pour autant que la personne soit calme, ne constitue pas un danger pour autrui, elle pourra rentrer même si elle sent l'alcool. Oui. Les travailleurs sociaux ont également émis des critiques sur les projets à trop court terme. Ils souhaiteraient par contre voir pérenniser des services qui fonctionnent bien. Anne ?
Ils ont notamment cité les services de pair et danse, case management, les baux glissants aussi dans le secteur du logement, l'accompagnement des personnes justement en logement, la prévention des expulsions. Voilà, il y a des services qui fonctionnent bien, mais qui parfois doivent être arrêtés parce que le projet prend fin. Et donc, ces projets à court terme sont souvent jugés déstabilisants dans le travail social, parce que quand le projet s'arrête, tout s'arrête. Donc, les critiques étaient fortes par rapport à ce type de projet. Et également, les projets qui ciblent trop certaines catégories de personnes. Ce n'est pas le ciblage en tant que tel qui est... le fait de travailler avec certaines catégories de personnes qui est critiqué. Par exemple, un projet qui concerne des femmes, il faut travailler avec les femmes, ça, ils le disent bien clairement. Mais par contre, ce ciblage trop précis fait en sorte que d'autres catégories de public sont exclues. Si on travaille avec les femmes, on oublie que la majorité du public des personnes qui font appel à l'hébergement d'urgence sont des hommes. Et donc, que fait-on avec les hommes ? C'est ce type de question qui ressort aussi des débats en atelier. Oui, c'est vrai que pour donner un peu un exemple, le service dans lequel je travaille, le service de stabilisation aux Trois Portes, c'est un service qui est un projet pilote depuis 2012, voire même un petit peu avant. Donc c'est un projet qui est pilote depuis 12 ans. Donc on s'est dit un jour on va faire une expérience, on va voir si ça marche, on va accueillir des personnes qui sont refusées en maison d'accueil, donc historiquement un peu le public que maison d'accueil accueillait, le vieux monsieur en rue depuis des années, mais oui, comme c'était compliqué de les faire cohabiter ensemble avec des plus jeunes, ils se sont tout doucement retrouvés exclus des maisons d'accueil, et donc les Trois Portes avaient décidé à l'époque de faire une expérience soutenue par le relais social de Namur d'un logement semi-collectif pour ces personnes-là, donc de nouveau le service bas seuil, et cette expérience est positive depuis 12 ans. Et depuis 12 ans, nous sommes toujours un projet pilote en attente que les gouvernements successifs qu'on a eus depuis 12 ans et qu'on va encore avoir maintenant se décident à finalement reconnaître que le travail qu'on produit, qu'on effectue, est efficace et soutenant pour les personnes, a du sens et rentre finalement en situation pérenne pour ne plus se retrouver à tous les 2 ans on refait l'appel à projet, tous les 2 ans on remotive notre candidature en espérant que le relais social continuera à débloquer de l'argent, mais pour d'autres travailleurs qui arrivent, qui s'en vont, peut-être même pour des locataires chez nous, de se dire si demain on n'a plus les subsides, on arrête tout le monde dehors, que ce soit les bénéficiaires, que ce soit les travailleurs. Fatalement, c'est compliqué à imaginer, c'est désagréable à imaginer. Et la critique qu'on pourrait faire, c'est quand on cible un public spécifique, qu'on veut faire un projet pilote, un appel à projet, c'est super intéressant, ça veut dire qu'on a quelque chose à expérimenter. Mais si cette expérience est efficace, est-ce qu'on a prévu quelque chose pour la suite ? Oui. Si ça ne l'est pas et qu'on arrête, oui, on ne va pas utiliser de l'argent pour rien si on voit que ça n'a pas d'effet positif. Mais si c'est efficace, à quel moment on se dit on laisse de l'argent structurel là-dedans parce que ça répond à un besoin, parce que ça retire des gens durablement d'une situation précaire à la rue. Pour l'instant, on n'est nulle part à ce niveau-là, et c'est dommage. Alors là, on vient de parcourir les grandes lignes de ce qui est ressorti du travail en atelier avec les acteurs de terrain. Anne, c'est vous qui avez coordonné ce travail de recherche scientifique à l'IWEPS. Quelles sont les grandes conclusions que vous pouvez en tirer ? Mais sans prétendre à l'exhaustivité, parce qu'on pourrait être très long sur le sujet, peut-être différencier des conclusions et des constats transversaux et des conclusions plutôt méthodologiques. Dans les constats transversaux, relevons tout d'abord la grande concentration de l'offre d'hébergement d'urgence et l'inégale répartition sur le territoire wallon, qui implique que des personnes qui ont besoin de ce type de service dans les zones rurales sont envoyés vers les villes et donc se voient parfois couper leurs derniers liens sociaux qui leur restaient. Un autre constat qui peut paraître une lapalissade, c'est que le non-recours à l'aide sociale existe même dans ce type de service de très très bas seuil, de services très élémentaires. Le rapport au temps aussi a été questionné à maintes reprises dans les ateliers. On a besoin de plus de temps d'accroche avec les usagers. On a besoin parfois d'allonger la durée d'hébergement pour venir en aide à la personne. On a besoin de pérenniser les services qui fonctionnent bien. Et on critique les projets à trop court terme. Donc le rapport au temps était quand même important dans tout au long de ce séminaire.
On constate également que différentes tendances plus anciennes persistent et parmi elles, les effets boule de neige entre les différents secteurs en matière de saturation des services. Donc la saturation de l'hébergement d'urgence est généralisée, mais elle est notamment impactée par des saturations qui se rencontrent ailleurs, dans les maisons d'accueil, dans les services de santé mentale et bien sûr l'insuffisance de logements de qualité suffisante et à loyer accessible pour ces personnes très précarisées. Il y a également recours, par nécessité, à des services qui ne sont pas reconnus officiellement, qui ne sont pas agréés, des maisons d'accueil dites pirates, faute de place dans les maisons agréées. Autre tendance ancienne persistante, c'est les difficultés lors des sorties d'institutions, les sorties de prison, les sorties des hôpitaux psychiatriques, les sorties des services d'aide à la jeunesse à 18 ans, qui restent problématiques essentiellement par manque de logement. La pénurie des travailleurs sociaux est une autre constante problématique qui a déjà été révélée à maintes reprises au cours de ces dernières années. Le turnover, le questionnement sur le sens du travail quand on ne parvient pas à sortir les personnes de la grande précarité. Ce sont des difficultés qui se sont amplifiées depuis la crise sanitaire, mais qui étaient effectivement, comme le disait Gioacchino, préexistantes. Mais il y a aussi du positif dans les constats transversaux. Des évolutions qui sont très positives dans le développement du travail en réseau. Donc, au cours de ces dernières années, le travail en réseau s'est réellement renforcé, même si, comme l'a dit Dominique, il y a encore des problèmes de fonctionnement. Et les travailleurs sociaux, de manière globale, quel que soit l'atelier où ils étaient, en réclamaient davantage et trouvaient que c'était une piste de solution. Ça ne va pas tout résoudre, mais ça permet d'améliorer l'aide aux personnes. Des conclusions aussi de type méthodologique qui sont quand même importantes. La nécessité d'articuler davantage le quantitatif et le qualitatif. Dominique en a aussi parlé. C'est important pour expliquer les processus. Je vais prendre un exemple et donner sur les nuitées, et notamment sur les nuitées enfants. On a un chiffre, mais on a aussi des explications de type qualitatif apportées par les travailleurs sociaux qui expliquent comment ces enfants arrivent en abri de nuit, comment ils vivent ce passage en abri de nuit, et ils le vivent très mal. Donc, l'articulation permet de mieux comprendre et de mieux interpréter. Et aussi de combler les vides, les zones grises des zones statistiques traditionnelles. Une autre conclusion méthodologique, c'est la nécessité de visibiliser davantage le travail en réseau. Donc dans les rapports d'activité et dans nos indicateurs tels qu'ils sont construits pour le moment, c'est très difficile. On a un nombre de réunions, on a des choses qui ne veulent pas dire grand-chose et ce serait vraiment important de le mettre mieux en lumière. La nécessité aussi de toutes ces sources qui traitent des personnes très précarisées, les dénombrements, et ici à l'IWEPS, les données statistiques qui parlent de l'utilisation des services et des personnes qui les utilisent. Chaque type de source apporte son information et elles sont complémentaires. La nécessité aussi de simplifier et de coordonner davantage les différentes récoltes de données qui portent sur les populations très précarisées. Et enfin, la dernière conclusion que je voudrais émettre, et non des moindres, c'est la nécessité d'intégrer la parole des usagers. On n'a pas parlé des usagers en tant que tels comme source d'information tout au long de ce podcast, parce qu'on ne les a pas invités lors de ce séminaire, et on n'a pas voulu les inviter pour ne pas les instrumentaliser. Mais dans des recherches ultérieures, il est absolument important de tenir compte de leur point de vue et d'expliquer les phénomènes aussi en intégrant leur regard. Alors, pour terminer, peut-être un petit mot de conclusion, un retour sur l'expérience du séminaire et ses enseignements. Sylvain, peut-être ? Oui, ce fut vraiment une journée assez enrichissante, organisée ici à l'IWEPS. On a pu rencontrer en tout cas des professionnels venant de toutes les régions de la Wallonie. On a tendance à plutôt fréquenter forcément les professionnels proches de chez soi. J'ai rencontré des professionnels, bien qu'on ait pu mettre en avant certaines difficultés. C'était des professionnels qui restaient motivés à l'idée en tout cas de continuer à avancer, à réfléchir, à mettre des choses en place
pour les personnes bénéficiaires, en tout cas, de nos services. Maintenant, moi, je suis convaincu qu'on ne doit pas rester au stade des réflexions et des constats. On doit pouvoir aller de l'avant et clairement continuer à développer des solutions innovantes. Comme le rapport l'a montré, on doit vraiment pas rester sur un seul modèle de solution, mais multiplier en tout cas les différentes pistes d'action. Merci à vous, merci à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous les enseignements de ce travail collectif. Je rappelle que le rapport de recherche intitulé « Regard croisé des travailleurs sociaux sur l'hébergement d'urgence en Wallonie, enjeux, évolution et perspectives » est téléchargeable gratuitement sur notre site internet. Je vous invite à le lire pour approfondir le sujet et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.